des adeptes de sectes, on ne va pas citer de nom, hein. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en justice, dans la justice, il y a des personnages qui puissent freiner certaines affaires étant eux-mêmes militants ou faisant eux-mêmes du prosélytisme pour les sectes? Je ne pense pas que ce soit un... Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est arrivé? Écoutez, bien entendu que c'est possible. Je crois que là où il devrait y avoir peut-être un travail de fait par la commission d'enquête parlementaire, qui n'a jamais été fait, Dieu sait s'ils ont bien travaillé par ailleurs, c'est justement, et je crois que ça m'inquiète énormément aujourd'hui, c'est l'infiltration des sectes dans le milieu économique, le milieu politique, le milieu dirigeant en règle générale. Là, c'est encore un sujet qui est resté tabou, et je crois qu'il n'y a aucune sphère de pouvoir qui soit préservée par les infiltrations. On a eu des exemples, on peut en citer. Vous en avez cité dans le monde de l'entreprise, Monsieur Lardeur. J'y venais. C'est tout à fait vrai. La justice n'est pas épargnée comme la police par ce phénomène. Il reste, à ma connaissance, extrêmement infinitésimal. Et concrètement, quand il y a un frein sur l'affaire de monsieur, vous pensez que on peut supposer, enfin il y a un doute qui s'installe quant au fait que ce soit des gens infiltrés dans les sectes qui ralontissent le dossier, ou c'est tout simplement la lenteur de l'administration judiciaire? Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, pour dire il n'y a rien. Vous êtes qui? Vous êtes Joël Labruyère. Comment vous pouvez vous dire il n'y a rien? Vous êtes juriste, vous êtes au milieu de l'affaire? Je pose la question à un magistrat, donc je voulais juste savoir. Non, encore une fois, on peut difficilement... Je voulais poser la question à monsieur. On peut difficilement apporter une opinion précise sur un dossier qu'on ne connaît pas, parce qu'on a une seule... Enfin maintenant, en tout cas, il est dans les tuyaux, le dossier. Moi, je n'évoquerai pas le terme de frein à une plainte, mais peut-être qu'il y a une insuffisante prise de conscience des dangers de certaines sectes. Il faut que la justice bouge davantage, qu'elle se saisisse d'office. Je peux vous citer des décisions de tribunaux pour enfants, de tribunaux de grande instance, pardon, qui ont accordé la garde de l'enfant aux parents qui n'appartenaient pas à la secte, parce que précisément cette secte présentait des dangers. Bon, dans ce cas, il y a une difficulté. Ah non, j'essayais pas de jeter l'opprobre là-dessus, je disais, est-ce qu'il peut y avoir des exemples de freins volontaires? J'espère que non. Oui, j'espère que non. Merci, monsieur Fenech, j'en reviendrai à vous tout à l'heure. Où est-ce que vous en êtes de votre dossier, monsieur? Est-ce que vous avez revu vos enfants? Alors, je revois mes enfants dans un point rupture, ce que l'on appelle un point rencontre. Les enfants, je les vois 6h30 une fois tous les 15 jours. Plus ça va, plus mes enfants, lorsque je les vois arriver, ils ont les yeux remplis de peur lorsqu'ils me voient de loin et que leur mère les tient par la main. C'est infernal pour les enfants, ce lieu. Le point rupture. Par ailleurs, c'est pas possible pour moi de veiller à la santé et à l'éducation de mes enfants. C'est comme ça qu'il est défini, point rupture, c'est comme ça qu'il le définit. C'est comme ça que je le définis moi, parce que c'est vraiment la rupture à terme avec les enfants lorsqu'on a un traitement de cette faveur. Quel âge ils ont? Ils ont 3 et 6 ans. À 3 ans, c'est difficile, mais à 6 ans, quand vous avez une conversation avec lui ou elle, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, pardon. Alors, c'est un petit garçon, de 6 ans. Qu'est-ce que vous sentez? On sent ces enfants dans les yeux, on sent ce qu'ils ressentent. Mais écoutez, mon petit garçon me dit que c'est... au téléphone, j'ai essayé de l'avoir hier au téléphone. Je l'entendais répondre oui, non. Je lui dis, il y a quelqu'un autour de toi qui t'écoute? Il dit oui. Alors je lui dis, on parlera ensemble quand on sera ensemble. Il me dit oui, papa. Putain. Bon. Et on appelle ça la diabolisation. Ça peut arriver même en dehors des sectes. Attendez. Donne le micro, monsieur. Donnez le micro, monsieur, à la veste verte. Non, laissez-moi faire. Non, parce que moi, je suis père de famille. Donne le micro, monsieur, là. Sinon, il s'en va. Ou vous parlez, monsieur, tout haut, vous parlez. Donne le micro, monsieur. Donnez le micro, monsieur, qui est devant vous, s'il vous plaît. Je vous le demande. Une fois, 2 fois, merci. Prenez le micro. Répétez ce que vous venez de dire, monsieur. Une larme? J'ai dit une petite larme, oui. Vous avez des enfants, vous? Oui, j'ai 3 enfants. Et vous, une petite larme, mais comment vous permettez de parler comme ça? Vous êtes qui? Et moi, je vais vous dire, j'espère qu'un jour sur le plateau... Attends, laisse parler ça. Non, je suis curieux, on est curieux d'entendre. C'est une veste jaune, je suis daltonien, pardon. Mais une larme, franchement. J'espère qu'il y aura les deux diaboliques, là, je crois pas. J'espère qu'un jour sur le plateau, il y aura les centaines et les milliers de personnes victimes d'antisectes. Et ceux-là, on n'en parle jamais. Ceux qui parlent leur travail. On parlait du témoignage de monsieur, c'est pas par rapport à votre je passe la parole à monsieur Labruyère, va peut-être mieux vous en parler.
Mais on ne fait pas une lutte contre le secte. Alors, le cas de monsieur... On ne fait pas une lutte contre les gens qui sont sectaires. C'est contre les délits des gens qui ne respectent pas nos droits. Vous avez le droit d'être sectaire, monsieur, mais si vous violez les droits... Des centaines de gens aujourd'hui. C'est ça la réalité. Je vous dis que si vous ne respectez pas les mêmes lois que moi... Parce que ça massacre pas les 2 petits-enfants, là? Alors écoutez ce que monsieur pas pouvoir parler à leur père sur une expérience qu'il a vécue de... Je me fous de ce que dit monsieur. Je m'en tape. Ah oui, vous en une petite larme, une petite larme, une petite larme. Monsieur de Chavannes. J'en ai marre. Vous m'emmerdez, monsieur. Je vous le dis très gentiment. C'est très exagéré. Je vous ai reçu une fois dans une émission de radio. Si j'avais pu suspecter que vous aviez ce tempérament et cette attitude, mais je vous promets que je ne vous donnerai pas la parole, car vous êtes intolérant. Asseyez-vous. Non, vous partez. monsieur. Non, monsieur. Vous allez me mettre dehors physiquement. Monsieur, ça m'a dit. On va envoyer la pub, ça va détendre monsieur. On va envoyer la pub, on va se retrouver tout de suite après. Envoie la pub, s'il te plaît. On va se retrouver après et on va faire un peu le ménage. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'en ai marre d'être petite comme ça. Ça m'énerve. Calme-toi et prends un peu de badoie. De la badoie? Mais oui, ton repas pétillera et tu verras la vie autrement. Tu verras. Ah. Allez, pour fêter ça, je vais vous dire à tous la météo. Garçon, une échelle s'il vous plaît. Peut-on envisager un repas sans badoie? France Bleu présente Émile et Images. Revivez tous les succès d'Émile et Images enregistrés pendant leur concert exceptionnel à l'Olympia. Émile et Images à l'Olympia, l'album indispensable. Enquêtez sur votre futur employeur, ses dirigeants, sa croissance, ses bénéfices, par Minitel 3617 Vérif, pour une meilleure information sur les entreprises. Alors, on ne vous entend plus chanter en ce moment? C'est parce que j'ai un as. Aïe, ça va faire très très mal. Surtout quand on n'a pas Synthol liquide. Ça aussi, ça fait mal un coup. Et du gel Synthol, il n'en a pas non plus, le pauvre. Synthol, ça fait plus que du bien là où ça fait mal. Existe en gel. Synthol est un médicament pas en dessous de 7 ans. Demain, comment payer moins d'impôts dans Combien ça coûte avec Jean-Pierre Pernaut et toute son équipe. Face aux petits malins qui cherchent à éviter le fisc, il existe un réseau d'enquêteurs dignes des services secrets. Souvent dans le collimateur, les stars bénéficient-elles de la clémence de Bercy quand elles sont contrôlées? Elles exercent le plus vieux métier du monde, mais quel est leur statut? Déclarent-elles tous leurs revenus? Il existe des pays où l'on ne paie pas d'impôts, direction les Bahamas, le paradis des paradis fiscaux. Jean-Claude Brialy, Alice Evans et Daniel Guichard sont les invités de Combien ça coûte, demain en direct à 20h55 sur TF1. Avant de faire votre choix, regardez bien combien ça coûte avec le réseau Occasion du Lyon Peugeot. Bien, nous voilà sur le plateau de C'est mon mardi pour conclure ce débat. Certaines paroles ont été très longuement mobilisées. Je peux vous dire d'ores et déjà que nous avons demandé à la personne qui avait la veste de couleur claire au premier rang de s'en aller, de manière à éviter les débordements. Comme ça, j'assume la responsabilité de la mise hors de ce plateau de ce monsieur. Ça a été fait très gentiment, très calmement. Vous voulez la parole, monsieur Lagodin ? Oui, merci. Je vous en prie. Donc vous avez une association qui s'appelle Attention Enfants. Donc nous sommes un groupe de parents donc, qui se développe sur Paris. Et personne ne sera là maintenant pour dire une petite larme. Voilà, ça sera réglé comme merci. Ça. En tout cas, donc nous sommes mobilisés parce que dans nos quartiers à Paris, en particulier donc dans le 17e, dans le 15e, dans le 2e, dans le 10e, enfin un peu partout, nous sommes des parents qui s'inquiétaient du développement des sectes, qui avaient, comme le disait Catherine Picard tout à l'heure au début de l'émission, qui utilisent des façades pour en fait arriver à pénétrer les familles. Donc soit pour derrière prendre les adolescents et les faire rentrer dans les sectes au bout de quelques mois, soit directement
pénétrer les familles, parce que en fait, ces activités sont des activités qui sont certainement très, très agréables, des beaux masques ou des belles façades. Des ateliers. Des ateliers, des cours de philosophie. Est-ce que ça s'adresse à tous les enfants, tous les parents, ou est-ce qu'en général, les enfants et les parents qui sont choisis sont des enfants et des parents qui sont en difficulté, en conflit, ou en faiblesse économique ou Non, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse du plus petit au plus grand. Il y a des garderies pour enfants de 2-3 ans. Comment on les repère, comment on peut repérer s'il y a des avantages comme ça Alors, il y a un certain nombre de choses qui nous alertent, et nous, notre but en se constituant association, c'est d'aider les parents à déceler là où il y a un risque ou pas. Parce qu'aujourd'hui, le phénomène sectaire est de même nature qu'il y a quelques années, la maltraitance, les violences sexuelles, et il faut une prise de conscience de l'ensemble des citoyens par rapport à ces phénomènes. C'est-à-dire que nous voulons aider... Comment on fait pour repérer alors un endroit qui semble être un endroit tout à fait normal? Quand vous avez un cours de dessin dont les prix sont extrêmement bas, vous pouvez vous poser des questions. Quand ils sont extrêmement chers, vous pouvez poser des questions. On peut croire qu'on a affaire à des philanthropes aussi. On peut ah non, mais attends, parce que là, quand c'est très cher, il faut aussi se poser des questions. Bah alors, il ne faut pas faire dessiner les mômes. non, j'exagère. Mais... Non, alors, ce qu'il y a, c'est quand vous faites du dessin, c'est bien, mais lorsque ces groupes, ces associations vous proposent, à l'issue des séances de dessin, de faire des réunions pour discuter entre parents, de refaire le monde, d'avoir des méthodes qui, associées au dessin, vont vous faire progresser, soi-disant, intellectuellement, soi-disant socialement. Pendant que vous parlez, on voit quand même comme ça certaines publicités qu'on a trouvées un petit peu partout. Alors donc, vous avez effectivement, il y a des groupes sectaires qui proposent des cours de philosophie pour les adolescents. Alors ils disent que c'est pas pour les adolescents, de la géographie, de la philo, de l'histoire. Ça peut être de n'importe quoi. Ça peut être du dessin, du chant, du soutien scolaire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment, en allant voir un cours d'histoire antique, par exemple, comment est-ce que tout d'un coup on peut basculer dans un mouvement sectaire sans tout à fait s'en rendre compte? Quel secours on trouve là? Ça me paraît vachement difficile. Les groupes sectaires sont des machines qui utilisent à merveille les armes psychologiques et de manipulation. Donc bien sûr, elles ne vont pas afficher tout de suite leur sectarisme. Et c'est pour ça qu'elles prennent ces façades. C'est pour vous tromper, pour vous attirer dans leur nage. Avec la femme de votre voisin, avec votre femme, monsieur, c'est ce qui s'est passé. Oui, ça a duré combien de temps, cet embrigadement, jusqu'à ce qu'elle s'en aille? Le stade initial de l'embrigadement a duré 6 mois. Et à partir de là, elle est rentrée en contact. Et vous l'avez pas senti changer, votre femme? Vous l'avez pas senti basculer ailleurs? Pas vraiment. Rétrospectivement, si, puisque ses vêtements ont commencé à changer. Elle a eu un parfum qu'un des membres du groupe lui a offert. Mais ça, je ne le voyais pas au moment. Ça, malheureusement, il y a plein de femmes qui se font offrir des parfums par des hommes sans que ce soit forcément des hommes de sexe. Je crois que quand même, c'est quelque chose qui est du devoir de son ami, de son mari, d'offrir un parfum à sa femme. Quel dialogue vous avez avec elle? Zéro? À l'heure actuelle, elle raccroche au nez, elle me dit tu manipules les enfants alors que je leur parle. En fait, on a souvent le sentiment que ce sont, enfin moi que j'ai lu, je n'avais pas lu beaucoup, mais j'ai lu 2-3 bouquins de psy comme ça, on a le sentiment que c'est toujours ceux qui accusent de manipulation qui sont les meilleurs. Oui. Oui, tout à fait. Il faut que je vous dise que Sriram Chandra Mission... C'est la première chose que votre journaliste m'a dit au téléphone, monsieur. Oui, je ne sais pas ce que vous a dit, mais prenez le micro si vous parlez, mais parlez gentiment. Il s'agit que Sriram Chandra Mission, qui développe des psychothérapies à travers des précepteurs, un système de précepteurs bien élaboré, qui font des psychanalyses sur les adeptes, a créé un institut de psychiatrie spirituelle, qui est lié avec tout un courant de la psychothérapie en France. C'est grave, c'est pour ça que je parle d'appareil sectarisant, parce que ces gens-là n'ont pas le respect de leurs patients. Ils vont casser leur Oedipe, ils vont tripoter leur Oedipe. Et alors ça, c'est contre toutes les règles premières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça c'est un peu affolant, ça veut dire qu'aujourd'hui, et Dieu sait si les gens se tournent de plus en plus vers les psys, parce que les gens ont de plus en plus d'aide, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tomber sur un psy qui va vous manipuler, qui ne va pas vous aider, vous soigner, et qui va vous emmener. C'est incroyable. Il n'y a pas seulement la psychothérapie. L'autre jour, à l'Assemblée nationale, j'ai posé une question. Il y a des tas de formations professionnelles bizarres, de psychothérapie déviante et d'organismes sectaires à l'heure actuelle qui sont en train de déstabiliser nos familles, qui sont en train de casser nos familles en France. Quel est leur intérêt, pardonnez-moi, parce que votre femme, est-ce qu'elle donne de l'argent à ce mouvement? C'est-à-dire que c'est très subtil. Alors, il y a des séminaires qui sont organisés de temps à
autre. Donc là, il faut collaborer et donc payer une quote-part pour ces séminaires, un peu comme à la scientologie. Et puis, par ailleurs, il y a tout un matériel didactique, les livres du maître, la pensée du maître, et le souvenir constant à droite, et le détachement à gauche, toutes ces... Il y avait la photo du maître chez vous, ça vous a pas affolé ça, la photo du gourou dans une pièce de méditation? Moi, ça m'embêtait, mais bon, je suis pas intégriste et je suis pas extrémiste, donc j'étais dans le respect de ce que faisait ma compagne. Monsieur Lardeur, parce que vous n'avez pas parlé, vous avez écrit un bouquin donc, qui s'appelle, pardonnez-moi, rappelez-le-moi, parce que je suis un peu perdu. Voilà, donc, je voudrais préciser une chose par rapport à ce qui a été dit. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que les sectes touchent tous les secteurs de la société. Il y a 3000 médecins supposés dans les sectes. L'éducation... En France 3000 médecins 3000 médecins, sans qu'on sache réellement qui. C'est ça le problème. Les sectes sont également présentes dans l'éducation, dans les entreprises, dans le milieu associatif. On va revenir à vous. Mais dans le milieu associatif, le problème qu'il y a derrière, c'est qu'il y a un problème d'information. On ne dispose pas d'informations. Les sectes avant généralement masquées, à travers des tracts et tout ça, et généralement c'est quand on s'en aperçoit, grosso modo, elle a déjà déménagé. Donc on court toujours après l'information sur le sujet-là. Il est là le problème premier. Mais comment une secte peut rentrer dans l'entreprise sans que personne ne s'en rende compte? Par le biais de cabinets de recrutement? En résumé, il y a 4 moyens pour les entreprises d'être confrontées à une secte. Le premier, c'est par le biais de la formation professionnelle, et plus particulièrement via le stage de développement personnel. Une annonce, formation professionnelle, développement personnel, boum, ça peut être une secte. Tout ce qui est banal, classique et... Ça veut dire qu'on vous moule et après, grosso modo, vous représentez un certain moule dans l'entreprise. J'ai retrouvé une secte qui a fait une formation à EDF, dans la convention de stage. Il y avait marqué, pour les salariés, retrouver ses énergies créatrices internes. Il y a une rhétorique qui revient quand même très souvent, qui donne des petites indications, mais j'ai l'impression que de plus en plus, ils camouflent ça parce que ça, quand je vois l'esprit libre, énergie créative et tout, effectivement, on peut repérer, mais on le voit pas tout le temps. Disons qu'il y a beaucoup de liens. C'est plus difficile à voir. Disons qu'il y a un lien entre le monde de l'irrationnel, au sens large, et les sectes. Les sectes se servent du monde de l'irrationnel pour être modernes, entre guillemets, et séduire les gens. Allez aujourd'hui dans une librairie qui vend des livres de l'irrationnel, c'est ahurissant. Vous avez tous les programmes que vous voulez, et c'est pas forcément sectaire. Non, mais il y en a. Donc il y a la formation. Vous avez parlé de l'éducation, ça c'est un petit peu affolant. Bonsoir monsieur, vous nous avez rejoint pendant la publicité, vous avez réussi à vous frayer un petit chemin. J'avais un voisin quelque peu agité. Oui. Voulez-vous me dire quel est votre job exactement, monsieur, s'il vous plaît? Je cherche votre nom, il va me revenir, monsieur Groscola. Voilà, Daniel de votre prénom. Oui, vous êtes responsable de la cellule pour la prévention des sectes dans l'éducation. Et j'ai lu sur votre fiche que vous avez déclaré avoir fait le ménage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu sommaire. Comme le juge Fenech l'a indiqué tout à l'heure, l'éducation nationale, comme le restant de la société, n'était pas préparée à ce phénomène. Et ce soir, vous représentez le ministère de l'Éducation nationale? Je représente le ministère de l'Éducation nationale parce que depuis 5 ans, un travail très important a été engagé, accompli, et on peut dire que globalement, nous avons déjoué la plupart des stratégies de secte. Est-ce que vous avez découvert des professeurs qui faisaient partie de mouvements sectaires et qui faisaient du prosélytisme en cours? Oui, mais cela représente 0,00, c'est-à-dire... Oui, enfin, un prof, c'est 35 élèves ou 30, donc ça fait du monde. Tout à fait, mais le danger n'était pas véritablement là. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu quelques cas de ce type que nous avons traités, ça a été jusqu'à la révocation d'un enseignant. C'est-à-dire les autres? Et les autres? Les autres sectaires qui étaient enseignants? Mais je n'ai eu en 5 ans connaissance que de 9 cas de prosélytisme avéré. Je voudrais quand même préciser quelque chose. C'est pour ça que je disais, et les autres? Oui, mais il faut être clair. L'école a pour fonction d'enseigner les valeurs de la République, et dans notre démocratie, le délit d'opinion n'existe pas. C'est-à-dire qu'un enseignant a le droit de croire en ce qu'il veut, à la condition de respecter le principe de laïcité et de ne pas se livrer à du prosélytisme. Ça veut dire qu'il y a, je crois, en France 2 enseignants reconnus appartenant notamment à l'église de Scientologie, mais ils sont toujours enseignants. À partir du moment où ils ne font pas de prosélytisme, mais on nous a expliqué quand même que les choses sont très fines et très subtiles. Donc comment vous faites pour qu'un enseignant scientologue ne fasse pas son boulot de scientologue, grosso modo? Je ne peux pas vous détailler toutes les techniques que nous utilisons. Effectivement, les cas dont vous faites référence, je les connais. Mais les cahiers d'élèves,
examiner, nous trouvons, il y a un vrai boulot, au détour d'une phrase, on trouve quand il y a influence et tentative d'influence. Une dernière question, est-ce qu'il y a des établissements qui seraient ou en passe, ou qui l'ont été, ou qui le seront, ouverts, des écoles privées, et qui seraient simplement des vitrines cachées de mouvements sectaires? Alors autant au sein de l'éducation nationale, il a été relativement facile de clarifier la situation, le principe de la laïcité y contribuant. Par exemple, tout à l'heure, une brochure a été montrée émanant de la scientologie. Tout à l'heure, la question était, est-ce que les pouvoirs publics ont le pouvoir d'agir contre? Oui, ma réponse est oui. Cette brochure est interdite dans l'éducation nationale, car nous l'avons identifiée. Elle est dans les pharmacies? Ah non, l'éducation nationale s'occupe de l'éducation nationale. Non, mais on peut interdire. Quelqu'un peut interdire cette brochure de cette présence dans les pharmacies. Ça peut être interdit juridiquement, judiciairement. Non, non. Moi, je parle que de l'éducation nationale. Ah, vous avez un micro pour deux, oui, pardon. Oui. Non, je crois que le ministère de la Santé et les ordres, les conseils ordinaux de l'ordre des pharmaciens doivent faire aussi le ménage chez eux. Quand on a cité le chiffre de 3000 médecins appartenant à une secte, c'est un chiffre qui vient des renseignements généraux, c'est effrayant. Il y a combien de médecins en France? Et on peut vous citer des exemples dramatiques. Celui d'une jeune femme qui est morte d'un cancer du sein à l'âge de 38 ans, parce qu'elle avait été soignée par son médecin en qui elle avait totalement confiance, uniquement par un jeune. Elle est morte dans d'atroces souffrances. Ces médecins sont actuellement mis en examen, ils ne sont pas encore jugés. On peut vous citer malheureusement beaucoup d'exemples de ce genre. Il faut que le ministère de la Santé, je crois, s'illustre de la même manière que le ministère de l'Éducation nationale, de la même manière que le ministère aussi de la Jeunesse et des Sports, qui fait un gros travail, parce que c'est la jeunesse qui est en cause. Et je crois qu'au niveau de la santé, c'est encore un petit peu tabou. Et les médecins doivent aussi affronter ce problème et ne pas avoir peur de dénoncer ce phénomène sectaire chez eux, parce que ça touche à la santé publique. Très bien. Encore un petit mot. Ensuite, je vais donner la parole, je la préviens, à Sylvain Géron. Je voudrais dire qu'au sein du service public, maintenant, un dispositif très important a été mis en place. Tous les corps d'inspection sont mobilisés. Mais par contre, le vrai problème était celui d'écoles privées, et la loi ne nous autorisait pas à les contrôler. Et aujourd'hui ? Les parlementaires ont voté à l'unanimité une loi le 28 décembre 1998 qui nous donne maintenant les moyens de contrôler. Or, en 1998, 6 000 enfants en France subissaient une éducation à caractère ou d'influence sectaire. Je n'ai pas aujourd'hui le chiffre exact car nous allons mener l'étude, mais je suis certain que nous tombons en dessous du millier. Le simple fait que l'Assemblée nationale vote une loi qui garantisse les droits de l'enfant et les droits de l'homme, nous avons vu des écoles fermer leurs portes immédiatement car ils savaient qu'ils tombaient sous le coup de la loi. Quelle différence, monsieur Groscola, entre les écoles d'une secte et que vous sortez de la secte? Attendez, monsieur Godet, je vais vous donner la parole tout à l'heure, si vous voulez bien. Monsieur va finir. J'aimerais dire pourquoi je soutiens le mouvement de l'éducation nationale et le système de prévention mis en place en France. Bon, moi, je viens d'en Suisse où les choses sont plus difficiles à faire parce que nous avons dans chaque canton des lois. C'est très difficile d'agir au niveau national en Suisse. Un peu comme aux États-Unis, d'ailleurs, c'est très difficile. Mais Madame Picard vient de dire qu'en Suisse, il y a un bon travail. Oui, dans certains cantons, il se passe un bon travail, mais il n'y a pas un lien entre tous les cantons. Alors, pour revenir à la victime qui sort d'une secte, il faut bien savoir qu'elle est détruite, ruinée. Bon, je ne vais pas parler de mon témoignage en détail, mais disons, je suis sorti ruiné, j'avais besoin d'une assistance psychologique. Donc, entamer un procès, c'est savoir à l'avance qu'on va subir les foudres de la secte. Alors, je ne vais pas, évidemment... Je vais vous dire simplement, dès que j'ai ouvert le procès, monsieur de Chavannes, mon avocat a eu la maison de sa maman couverte de graffiti. Quelques jours plus tard, il y a eu sa maison avec une serviette de documents volés. Ensuite, un expert, le lendemain, comme par hasard, la voiture de sa fille a été défoncée. Moi, j'ai reçu une plainte tout de suite pour soi-disant que j'avais battu la représentante des droits de l'homme de la scientologie, ce qui est totalement faux. C'était un non-lieu. Et il y a eu tous mes amis qui ont été contactés. Pendant que j'étais absent du bureau, quelqu'un est venu à voler un dossier
et qui m'a remis quelques mois après en me disant si tu veux me poursuivre pénalement, tu le peux, C'était écrit ça sur le paquet. Ça doit être une méthode, ça doit être une méthode parce que et c'était même signé, d'un scientologue, il y a son nom dessus, et ils ont téléphoné à ses clients pour dire que j'étais quelqu'un qui allait faire mes boutiques. Ça a semé une panique complète dans l'entreprise. Donc à partir du moment où j'ai déposé plainte, j'ai eu droit à ceci. Le plus grave, monsieur de Chavannes, c'est que j'ai eu droit à une lettre anonyme adressée à la police qui disait que je battais mes enfants. Et là, la police est obligée de transmettre au service de protection de l'enfance, qui a fait une enquête chez les voisins et tout. J'ai dû déménager. Et je vous signale, monsieur de Chavannes, j'ai déjà déménagé 6 fois à cause des pressions de la scientologie. Donc déposer plainte contre la scientologie, c'est s'exposer à ceci. D'autre part, j'aimerais peut-être dire la dernière chose dans ce débat, c'est qu'il faut bien se rendre compte que si on n'agit pas rapidement, le fait de parler contre la secte renforce la secte. Il s'agit de faire, comme par exemple en Grèce, ils ont fait la chose suivante, ils ont regardé les statuts de la scientologie, ils ont vu que, en fait, ils ne correspondaient pas à la pratique, leur pratique n'était pas conforme au statut, donc ils ont été interdits en Grèce. Ils ont fait recours et ils ont perdu. Donc déjà, notre première démocratie en Europe, la Grèce qui est notre modèle en tant qu'Européens, ils ont déjà gagné. À nous de suivre. Très bien, je vous remercie de votre témoignage, en tout cas de votre courage. Christophe, oui. Je voulais en profiter. Allez-y, j'arrive. C'est que comme notre ami est suisse et que nous sommes vus en Suisse, il faut savoir qu'en Suisse, Sri Ramchandra, la secte que je dénonce, est présidée par un juge du tribunal fédéral. Merci de l'information. C'est pas sorti dans la... Oui, vous l'avez vu dans la presse suisse. Eh bien, donc c'est une information qui mérite quand même d'être relevée. C'est pas très rassurant. Non, pas du tout. Et puis, il se trouve que nous sommes 4 pères de famille, avec des circonstances plus ou moins pareilles, à nous battre contre Sri Ramchandra. Et parmi quel intérêt d'avoir votre... Après, je vais vous donner la parole à Parmi ces 4, il y en a un qui est suisse. Quel intérêt de prendre votre femme et les enfants ? Difficulté à se faire entendre. L'intérêt pour cette secte de prendre votre femme et les enfants. C'est quoi la finalité? Je comprends pas. C'est quoi la finalité? À part avoir du monde. S'ils n'ont pas de fortune personnelle, c'est quoi la finalité de la secte? Mis à secte, part, comme dans mon cas, quand la mère a un travail, et donc un travail qui est gratifiant, qui est elle peut soigner tout le monde gratuitement dans la secte déjà, j'imagine. Ça l'intéresse. J'imagine qu'ils ont mal aux dents comme ailleurs. Voilà, sa patientèle a augmenté d'un seul coup lorsqu'elle a commencé à rentrer en méditation. Il se trouve qu'elle a installé dans son cabinet dentaire une amie qui faisait des massages orientaux, Reiki, Shiatsu et Shi, moi pas de... C'est où Et donc, l'avantage qu'ils trouvent avec des mères et des enfants, c'est que d'une part, dans la plupart des cas, les mères sont très facilement déstabilisables à certains moments de leur vie. À l'époque du baby blues, pendant la période prépartum, et aussi à l'époque de la ménopause. Et puis par ailleurs, les femmes représentent, n'oublions pas, une pension alimentaire dans 95% des cas. Votre espoir, en 2 mots? Eh bien, c'est que mes enfants puissent vivre libres de tout endoctrinement et qu'ils puissent vivre dans l'esprit de notre République et dans notre démocratie, le libre arbitre, la libre expression et la liberté de penser. C'est ta peine? En 2 mots, s'il vous plaît. J'ai simplement 2 questions courtes pour M. Groscola en tant que représentant du ministère de l'Éducation nationale et représentant, si j'ai bien compris, de la mission interministérielle de lutte contre les sectes. Il est franc-maçon ou pas? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'information pour le moment. Sinon, vous ne l'auriez donné, j'imagine. Et ça m'est, entre nous, il a déjà des espions qui aura l'information plus tard. Ça m'est totalement égal. Oui. La première question, vous avez parlé, Monsieur Groscola, de la surveillance ou de l'inspection de certaines écoles sectaires, de leur possible, éventuelle ou réelle fermeture dans certains cas. J'aimerais savoir quelle différence précise vous faites entre des écoles d'influence sectaire et les écoles de type confessionnel comme les écoles catholiques ou protestantes ou juives ou musulmanes. Donc ça, c'est une première question. Hors sujet, oui. Et ma seconde question... Hors sujet complètement, mais allez-y, encore une autre. Et ma seconde question concerne le dernier voyage de monsieur Alain Vivien en Chine, il y a quelques semaines. Il n'est pas là, monsieur Vivien. Monsieur Vivien n'est pas là, mais monsieur Groscola fait partie de sa mission.
Alors s'il en faisait, il faudra peut-être qu'il nous explique pourquoi il n'en fait plus partie, mais ça c'est une troisième question que je n'ai pas l'intention de lui poser ce soir. Excusez-moi, c'est un peu long là. Que pensez-vous du voyage de monsieur Vivien en Chine, qui est parti excusez-moi, c'est hors sujet aussi, tout le monde. Non monsieur, ce n'est pas hors sujet. Monsieur... Alors vous me laissez terminer ma question. Personne ne sait que monsieur Vivien voyage en Chine pour l'instant. Non, je vous l'apprends ce soir, d'accord? Ouais. Et monsieur Vivien est allé faire un voyage tout à fait officiel en Chine, représentant la mission française de lutte contre les sectes pour soutenir le gouvernement chinois dans sa lutte contre la secte Falun Gong. Oui. Le résultat de ça, aujourd'hui, d'après Amnesty International, monsieur de Chavannes, je vous l'apprends aussi, semble-t-il, les informations ont du mal à circuler ces jours-ci, c'est 50 000 personnes en camp de rééducation, concentration et environ 200 morts torturés. Monsieur Vivien va en Chine. La secte Falun Gong, vous êtes d'accord? C'est rattaché au Premier ministre. Oh, ça y est, vous redémarrez? Alors, laissez-moi terminer. Non, je vous laisse pas terminer. Je vous pose une question de journaliste, cocaïnomane. Posez-moi votre question. La secte Falun Gong, c'est bien celle qui a fait que quelques malheureuses personnes se sont immolées par le feu sur la place Tiananmen il y a quelques jours, n'est-ce pas? Merci. Je peux répondre, monsieur? J'ai donné la réponse en vous donnant la question. Non, monsieur. Ça s'appelle de la manipulation. D'accord? Arrêtez de me crier dessus comme ça. Monsieur de Chavannes. Parlez-moi gentiment, s'il vous plaît. Alors, laissez-moi terminer. Vous êtes insupportable. Vous aussi. Monsieur de Chavannes. Vous aussi, monsieur. Non, et ça fait 10 ans qu'un certain nombre de Français le pensent. Oui. Bien. Oui. Monsieur de Chavannes. Plus fort. J'arrive, Sylvain. C'est bien. On dirait Jean-Pierre Coff. Oui. Merci. C'est un monsieur que j'honore beaucoup. Monsieur de Chavannes, je ne souhaite pas dialoguer avec cette personne. Son comparse, je ne vous le demande pas, du reste. Son comparse dans la salle tout à l'heure me disait on va vous faire la fête. Nous sommes habitués aux menaces de ces individus. C'est marrant, ils sont très menaçants. D'ailleurs, je peux dire que